faire une édition critique? Au premier coup d'œil, la réponse est simple. À donner un texte fiable, dépouillé de corruption, distorsion et interpolation nées à cause d'un système de transmission imparfait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un texte fiable? Nous savons tous très bien que les réponses à cette question peuvent être assez différentes entre elles. Pour un historien ou un philologue, ce sera surtout un texte le plus proche possible de l'archétype. Pour un philosophe ou un théologien, ce sera peut-être plutôt un texte correct ou plus proche possible à l'intention de l'auteur. Mais quel est le but d'une édition critique si un archétype écrit n'a jamais été conçu par l'auteur? Ou si la même œuvre a eu plusieurs archétypes, ou un archétype en évolution, une édition critique est-elle encore possible dans ce cas? S'il n'est pas facile de répondre à ces questions, cela est néanmoins nécessaire si on veut gagner accès à un nombre important de textes théologiques et philosophiques de la première scolastique. Parmi ces textes, dont l'histoire de transmission pose des problèmes particuliers, on trouve des textes de l'un des théologiens les plus importants de la première scolastique, à savoir Étienne Langton. L'édition en cours de cette question théologique et de son commentaire à la lettre de Saint Paul aux Romains nous donne aujourd'hui l'occasion d'examiner deux cas particuliers qui mettent à la preuve nos conceptions de ce qui peut être une édition critique. Avant de passer aux commentaires, disons quelques mots sur la question théologique de Langton. Plusieurs générations de chercheurs ont contribué à la reconstruction de la tradition manuscrite de questions de théologie. Le pas décisif fut complété par Ricardo Quinto, qui en 1994 publia le catalogue des questions groupées en 5 livres et identifia tous les témoins manuscrits pour chacune de plus de 200 questions. Pourtant, quand Ricardo Quinto et ses disciples aboutirent finalement à l'édition critique du premier livre, au lieu de 23 questions répertoriées dans le catalogue, ils publièrent bien 40 questions, ou plutôt 40 textes. Cette démarche fut nécessaire à cause de l'origine orale des questions. En effet, il semble que la plupart des questions de Langton furent réellement disputées. La tradition manuscrite de ces œuvres ne dérive donc pas d'un archétype écrit ou dicté par l'auteur, mais de reportaciones, c'est-à-dire de notes prises par les auditeurs, par les disciples de Langton pendant les disputes. La même discussion pouvait être reportée par plusieurs auditeurs. Par conséquent, très souvent, plus d'une version d'une question théologique était mise en circulation pour parvenir jusqu'à nos jours. L'éditeur, donc, doit faire face à une situation où un archétype écrit de la tradition manuscrite n'a jamais existé. Et l'archétype oral, prononcé par le maître et les autres participants de la discussion, bien sûr, est perdu à jamais. Prenons par exemple la question théologique numéro 13. Pardon, je suis un peu en retard avec le PowerPoint. Des prédestinations. Cette question fut mise par écrit par 2 reporters que nous leur appellerons B et C. Vous le voyez sur le stemma. Puisque la reconstruction d'un seul archétype serait impossible dans ce cas, il semble que le seul moyen d'accéder au contenu de la question, c'est celui d'éditer chaque version du texte séparément. L'approche philologique de base consiste donc en une reconstruction de chacun des archétypes suivant les règles classiques de l'édition critique. Toutefois, même s'il s'agit de 2 parcours différents, séparés, qui mènent à 2 textes différents et séparés, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas comparer les 2 versions ou laisser l'une influencer l'autre. Au contraire, une reportatio peut nous aider à identifier les erreurs de l'autre. En plus,
Puisque chaque reportage transmet les paroles de maître d'une façon imparfaite, le concours de deux relations indépendantes constitue un avantage important pendant la reconstruction de la pensée du maître. Finalement, les deux versions font partie d'un seul stemma caudicum, ce qui contribue d'une façon très significative à notre compréhension de l'origine de la question. Comment peut-on découvrir en effet qu'un texte dérive d'une reportatio? Cela est loin d'être évident. Le langage vif et dialogique d'une dispute était filtré d'abord par le reporter qui résumait le débat avec ses propres paroles et le réduisait à l'essentiel. Ensuite, le rapport primitif était normalement mis au propre, c'est-à-dire ordonné, complété et rédigé. Parfois, certains signes, comme les phrases sans verbe, les paroles tronquées au lieu d'être abrégées, de nombreuses questions directes, les échanges courts et rapides de questions et réponses, nous montrent clairement que le texte que l'on lit reproduit une vraie dispute. Toutefois, la plupart de ces signes de l'oralité disparaissaient pendant la mise au propre du rapport. Il est donc bien possible de trouver une question qui dérive d'une reportatio et qui ne présente pas de signes clairs du langage oral. Et si les notes explicites, comme hodie quaeritur par exemple, manquent, alors il devient presque impossible de découvrir l'origine orale d'un texte isolé. Toutefois, si nous pouvons comparer entre eux plusieurs rédactions de la même dispute, nous pouvons nous servir de certains critères qui nous permettent d'établir les rapports mutuels entre les versions et en même temps de découvrir leur origine. Dans le cas de la question 13, les versions B et C ne peuvent pas être collationnées. Toutefois, leurs contenus sont très semblables. Ils disputent le même problème et ils formulent les mêmes solutions, en les exprimant avec des paroles différentes. L'ordre de matière n'est pas exactement le même et certaines questions de la version B manquent dans la version C. Mais en général, il n'est pas difficile de trouver les paragraphes correspondants dans les deux versions. Voyons un exemple de deux paragraphes parallèles de la question 13b et 13c. Je ne lis pas à cause du temps. Tous les deux textes sont assez courts et laconiques, dont l'un est difficile que l'un soit une expression de l'autre. En plus, chaque texte contient des éléments qui sont absents de l'autre version. La version C est plus ordonnée et plus claire. En effet, la version B semble presque incompréhensible sans une confrontation avec l'autre version. En revanche, la version B contient la règle qui est à la base de la fausseté de la phrase en discussion. La phrase predestinatus possest essere desinere essere predestinatus est fausse, parce que ce qui est vrai une fois pour Dieu est vrai à l'éternel. Si semel est verum, semper erit verum, ce qui est une très fameuse règle. Cette règle manque dans la version C. Le même récit semble donc être filtré par deux auditeurs différents qui n'utilisent pas le même style et qui omettent une partie d'informations tout en gardant les mêmes notions clés. L'hypothèse de l'origine orale constitue donc la meilleure explication des ressemblances et des différences entre les deux versions de la question 13. Presque chaque question théologique de Thien Long Tan est transmise par un groupe de manuscrits différents qui forment un stemma caudicum individuel. Néanmoins, nous pouvons dire que l'histoire de la question numéro 13 est en quelque sorte typique. En effet, elle nous montre comment l'origine orale d'une œuvre conduit souvent à une diffraction de la tradition manuscrite. Le fait que chaque question de Long Tan possède un stemma caudicum individuel confirme cette tendance générale. Passons aux commentaires de Thien Long Tan à l'épître de Saint Paul aux Romains. L'histoire de la transmission des questions théologiques de Thien Long Tan
peut-elle être utile à comprendre la nature et l'origine de ces commentaires pauliniens? Les études pionnières conduites par Maurice Powick, George Lacombe et Beryl Smalley ont mené ces chercheurs à formuler l'hypothèse que certains parmi les commentaires de Langton pourraient eux aussi avoir une origine orale. Beryl Smalley indiquait que parmi les commentaires langtoniens au livre de l'Ancien Testament, certains étaient sans doute des reportations préparées par ses disciples. George Lacombe était persuadé que l'origine des commentaires pauliniens était orale, mais il n'en trouva pas de preuves décisives. Il est évident que presque tous les commentaires d'Étienne Langton, y compris le commentaire paulinien, nous sont parvenus en plusieurs versions différentes, ce qui semble déjà nous mener vers l'hypothèse que dès le début, il n'existait pas un seul texte écrit approuvé par le maître. En plus, il semble que le commentaire biblique et la question théologique de Langton faisaient partie du même projet didactique, puisqu'il contient de nombreux renvois mutuels. Est-ce que l'origine et la transmission des commentaires aux épîtres de Saint Paul est donc analogue à celle de questions théologiques? L'édition critique constitue le seul moyen de trouver une réponse vraisemblable à cette question. Grâce à la bourse Ferrand-Brodel qui m'a été généreusement conférée cette année, j'ai pu reconstruire l'histoire de la transmission du commentaire d'Étienne Langton au Collectanea de Pierre Lombard à l'épître de Saint Paul aux Romains. Le commentaire est transmis par au moins 11 manuscrits. La première différence importante par rapport aux questionnes, c'est que l'ordre du texte du commentaire aux Romains ne change pas d'un manuscrit à l'autre. En effet, la tradition manuscrite du commentaire est plutôt homogène et tous les manuscrits peuvent être facilement collationnés. En plus, la macrostructure de tous les témoins, à l'exception de P3, qui ne transmet pas les commentaires dans l'ordre habituel, est la même. Il est fort probable que l'ordre du manuscrit P3 fut bouleversé à cause d'une erreur du relieur, parce que la numérotation des fascicules est aussi troublée. Il s'agit donc d'un accident individuel et non pas d'une caractéristique de la traduction manuscrite entière. La seconde différence par rapport aux nombreuses questions, notamment par rapport à la question 13 que l'on a vue, c'est que toutes les différentes versions du commentaire peuvent être collationnées. En effet, il est possible de grouper les manuscrits en deux ensembles fondamentaux. Le premier groupe transmet une version brève du commentaire. Il s'agit de manuscrits C1, F1, H1, P2 et P3. Le second groupe de manuscrits transmet une version longue, O1, P1, S1 et T1. En dehors de ce groupe de manuscrits se placent les deux manuscrits L2 et S2 qui contiennent deux versions abrégées différentes de la version longue. Le manuscrit L transcrit des portions assez limitées de la version longue en évitant les expositions littéraires et les questions moins importantes. En plus, parfois il résume avec des propres paroles le contenu des parties du texte qu'il omet. S2 ne transmet que des portions sélectionnées de la version longue et, à la manière de L, il opère une sélection préméditée du matériel. En particulier, il semble omettre toutes les expositions littéraires, c'est-à-dire les commentaires très brefs au lemme, et transmettre les questions exégétiques de Langton. Le texte qui en résulte est clairement différent par rapport à L et par rapport à la version brève, mais il peut être facilement collationné avec la version longue. Puisqu'il est évident que les versions abrégées du commentaire sont nées grâce à un remaniement d'un texte écrit, concentrons-nous surtout sur le rapport entre la version brève proprement dite et la version longue. Ces deux versions sont parfaitement collationnables. La version longue contient dans son intérieur la version brève, et elle l'amplifie en ajoutant ça et là des nouvelles expositions littéraires et des nouvelles questions.
Il est clair que la version brève se trouve à l'origine de la version longue, et le manuscrit T en constitue une preuve. À la différence de tous les autres manuscrits qui transmettent la version longue, le manuscrit de Tours distingue graphiquement entre la version brève du commentaire et les additions qui ne se trouvent que dans la version longue. On le voit sur cette image. Dans la colonne principale du manuscrit, on trouve la version brève, disons la brève, et dans le marge, on trouve les ajouts qui sont ensuite intégrés dans la version longue. Il s'agit exactement de même glosse que l'on trouve dans le manuscrit OPS, donc dans les autres manuscrits de la version longue, qui la transmettent d'une façon homogène. La mise en page de T est comme suit. Les colonnes principales contiennent la version brève du commentaire et en marge de la même main les ajouts. Les lettres A, B, etc. indiquent très clairement le lieu où ces ajouts appartiennent. L'ordre de nouvelle glosse dans T est le même, exactement le même, comme dans les autres manuscrits de la version longue, et il respecte parfaitement l'ordre de lemme du texte commenté. Théoriquement, T pourrait être le résultat d'une contamination entre deux manuscrits, le premier transmettant la version courte et le deuxième transmettant la version longue. Toutefois, il s'agit d'une hypothèse très improbable à cause du stemma codicum des manuscrits qui nous sont parvenus. La collation d'une portion du commentaire qui met en parallèle le manuscrit nous permet de formuler les observations suivantes. En premier lieu, malgré tous les ajouts communs qui certainement divisent le manuscrit transmettant la version longue du reste de la tradition, il faut noter que T et les autres manuscrits qui transmettent la version longue ne partagent aucune erreur. Par conséquent, il n'y a aucun indice pour conclure que ces 5 manuscrits, ou plutôt 6 manuscrits, constituent une famille dans le sens traditionnel du mot. Deuxièmement, dans les colonnes principales de T, c'est-à-dire dans le texte de la version brève, il n'y a aucune trace de contamination ou de correction postérieure à la copie. Si le manuscrit de Tours était une copie de la version brève révisée à l'aide d'un manuscrit contenant la version longue, alors il devrait présenter des traces de révision du texte de la version brève. Mais il n'y a pas de ce signe, donc le manuscrit T n'a pas été contaminé. Le manuscrit T ne forme pas de famille avec aucun autre manuscrit, mais il n'est pas non plus l'archétype, parce qu'il contient quelques erreurs individuelles qui ne sont pas partagées avec aucun autre témoin. Ce sont des erreurs importantes. Par conséquent, T n'est pas la source des autres manuscrits et il n'appartient à aucune famille de manuscrits. Il reste pourtant une question à répondre. Pourquoi, contrairement aux autres témoins de la version longue, T ne présente pas un texte unifié et ne sert pas de glosse marginale dans les colonnes principales du texte? La réponse la plus probable, c'est que T et les autres manuscrits dépendent du même archétype perdu. Ce manuscrit devait être très semblable à T. Il présentait la version brève du commentaire et ses ajouts de la version longue d'une manière séparée, en plaçant les glosses adjonctives en marge. La source de tous les manuscrits copia l'archétype, mais les manuscrits qui ne sont pas le manuscrit de Tours copient l'archétype en insérant les glosses marginaux dans la colonne principale du texte grâce aux indications très précises de l'archétype. Il est très probable que le manuscrit de Tours ne put pas faire la même chose parce qu'il fut copié en 2 étapes. Dans le premier temps, T copia l'archétype qui ne contenait que la version brève du commentaire. Ensuite, les nouvelles glosses furent ajoutées en marge de l'archétype. Finalement, le manuscrit T copia les nouvelles glosses à la base du même archétype dans son second état. Cette hypothèse est corroborée par un détail qui se trouve sur folio 26 recto B
du manuscrit. Pardon. Je me suis complètement perdue. Voilà. On voit une petite note réprobation qui contraignit le copiste de T à interrompre une des glosses qui appartient à la version longue du commentaire. Nous voyons la parole nullum qui a été partagée. Il se trouve dans 2 lignes non consécutives. Non seulement les ajouts en marge sont donc postérieurs en colonne principale du texte, ce qui est évident, mais aussi les indications du contenu en marge sont antérieures aux nouvelles glosses. Par conséquent, l'ordre chronologique de T est le suivant. D'abord les colonnes principales du texte, ensuite les notes indiquant le contenu du commentaire, et enfin les ajouts distinctifs de la version longue. Il semble donc qu'au moment où T composa les colonnes principales du texte, l'archétype ne contenait que la version brève du commentaire. Le copiste de T pouvait accéder facilement à l'archétype, et quand il apprit que le texte du commentaire fut amplifié, il reprit l'archétype en main. Il recopia toutes les nouvelles glosses en marge de la même manière comme il les trouva dans l'archétype, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, étant donné que dans les colonnes principales de T, il ne restait plus d'espace libre. La collation de manuscrits donc a permis d'établir que le manuscrit T est un manuscrit indépendant, était une source très importante pour la reconstruction du texte. Par contre, tous les autres manuscrits qui transmettent la version longue, entière ou abrégée, dépendent du même manuscrit perdu, c'est-à-dire de Pi. L'existence de la famille Pi est certaine à cause de ces nombreuses erreurs communes que je ne peux pas analyser ici à cause de la brevité de temps à ma disposition. Je laisse aussi de côté la démonstration des rapports entre le manuscrit de la version brève, qui est transmise par le manuscrit indépendant P3, et la famille des manuscrits qu'on appellera lambda. Vous pouvez regarder le stemma. La famille lambda présente d'ailleurs de nombreuses caractéristiques intéressantes, puisqu'elle contient bien 2 codices descriptis, ce qui est rare, et en plus, le manuscrit F, qui est un manuscrit perpetua, qui a été contaminé par une branche de manuscrits qui est d'une très mauvaise qualité. Une comparaison entre tous les témoins nous confirme donc que toute la tradition manuscrite descend d'un seul archétype écrit. Cet archétype assume au cours du temps au moins 2 formes différentes. La première forme, qui donna lieu aux témoins de la version brève, fut ensuite amplifiée. De nouvelles glosses et questions exégétiques furent ajoutées dans les marges de l'archétype. Cette deuxième forme, la forme dérivée de l'archétype, fut copiée par le manuscrit T et par le manuscrit perdu Pi, qui fusionna le texte de la version brève avec les ajouts postérieurs. La reconstruction du stemma nous donne aussi un autre avantage, qui concerne le problème de la datation du commentaire. Au début des années 30 du XXe siècle, Georges Lacombe et Arthur Michel Landgraf trouvèrent quelques indices qui leur permirent d'établir le terminus postquem du commentaire au roman transmis par le manuscrit S1. En effet, dans le texte du commentaire au roman, transmis par le manuscrit de la famille Pi, sans aucune distinction du reste du commentaire, se trouvent 2 indications significatives. En fait, il y en a beaucoup plus que 2 qui ont été indiquées par Landgraf. Ce sont des indications qui nous renvoient aux œuvres de Pierre de Corbeil, des œuvres qui sont d'ailleurs perdues, et aux enseignements d'Étienne de Reims. Ce sont des indications qui nous permettent de dater d'une façon précise le subarchétype Pi, parce que Pierre de Corbeil indiquait clairement quand l'évêque de Soissons l'était pendant la période de 1200 à 1222.
et Étrien de Reims est devenu chancelier parisien après 1214. Donc, si cette indication disait la vérité, on devrait en conclure que Langton a composé le commentaire au roman après 1214. Or, cela est impossible, parce que après 1213, Langton n'était plus à Paris, mais il était occupé par les grandes affaires politiques que l'on connaît très bien de l'histoire de l'Angleterre, Magna Carta. On a l'anniversaire cette année. Cette datation reste donc très improbable, ce qui fut remarqué, non sans embarras, par Landgraf. Grâce à l'édition critique d'une portion du commentaire, nous pouvons certifier aujourd'hui que ces indications sont authentiques, ne sont pas véritaires. Elles ne sont pas de Langton. En effet, ces notes se trouvent que dans le manuscrit de la famille Pi. Elles ne se trouvent pas dans le manuscrit dans le manuscrit de Tours, et ne se trouvent non plus dans aucun manuscrit de la famille, dans aucun manuscrit qui transmet la version brève. Il faut donc en conclure que toutes ces indications ne faisaient pas partie de l'archétype. Et donc, la datation entre 1214 et 1222 ne concerne que le manuscrit perdu puis, et non pas le commentaire d'Étienne Langton, ni la version longue, ni la version brève. Néanmoins, la demande qui concerne l'origine du commentaire langtonien reste encore ouverte. En particulier, on pourrait mettre en question la paternité des nouvelles glosses, c'est-à-dire des glosses propres à la version longue. Est-ce que cette version doit être attribuée à Étienne Langton? Heureusement, le commentaire au roman contient de nombreux indices à ce propos. Les plus importants d'entre eux se trouvent, je crois, dans le commentaire au 9e chapitre de la lettre, dans la section dédiée au problème de la prédestination. Je ne vais pas lire le texte parce qu'il est décidément trop long. Je vais seulement dire qu'entre les parenthèses, que vous pouvez voir, on trouve une question assez développée qui appartient à la version longue du commentaire. Cette digression, c'est un raisonnement typique pour Langton, c'est-à-dire un raisonnement par analogie ou par le principe ad ratione. Le passage contient une objection contre la thèse professée par Langton, selon laquelle, si l'on dit que quelqu'un qui est prédestiné, si on dit que quelqu'un est prédestiné, on lui attribue quelque chose de bien, c'est-à-dire une qualité ou une propriété liée à la prédestination. L'objection contre cette thèse est basée sur l'analogie entre deux copules de notions contraires, le bien et le mal d'une part, et la prédestination et la damnation de l'autre part. La réponse à la difficulté est très brève et elle consiste en l'affirmation que les notions du bien et du mal et de la prédestination et de la damnation ne sont pas proportionnées. Celui qui veut en savoir plus est invité à consulter une question théologique dédiée à ce sujet. Or, il s'agit sans doute de la question théologique numéro 15, appartenant au livre 1 de questions théologiques, dont la paternité langtonienne est hors question. La correspondance est particulièrement visible dans un passage qui est présent seulement dans la version B de la question 15, où on retrouve la même thèse qui, d'après le commentaire, était critiquée par les adversaires de Langton. Quelques lignes plus bas, on retrouve aussi une réponse qui ressemble beaucoup à la réponse du commentaire. Les ressemblances entre les deux œuvres sont beaucoup plus nombreuses. Quelles sont alors les conclusions qu'on peut tirer de cet exemple? Tout d'abord, il est plutôt certain que la version brève et la version longue du commentaire furent conçues par Langton. Notons en effet la première personne qui indique clairement que l'opinion critiquée dans ce passage est la sienne.
En même temps, Langton est très vague en parlant de ses adversaires. Il choisit une formule impersonnelle obititur, ce qui suggère que la personne ou les personnes dont on parle n'étaient pas présentes au moment où le passage fut écrit. Très probablement, il ne s'agit donc pas d'un de ses disciples présent pendant l'exercice de la lecture. Cela ne démontre pas encore que le commentaire ne dérive pas d'une reportation. Néanmoins, il faut noter que les signes du langage oral sont aussi moins nombreux que dans les questions et sont aussi plus ambigus. Le maître utilise très souvent la première personne et la parole magister se réfère toujours à Pierre Romard et jamais à Langton. En plus, la façon dont on utilise normalement la seconde personne ne suggère non plus que le maître s'adresse à un public composé de plusieurs auditeurs. Les expressions comme tu nota, cave, etc. pourraient être adressées à un lecteur individuel ou peut-être même à soi-même. Finalement, le fait même que l'archétype du commentaire fut composé en 2 étapes suggère que Langton avait contrôle de son œuvre. Il ne s'agit pas d'une situation où les disciples diffusaient leurs propres notes sans être surveillés par le maître, ce qui était le cas de très nombreuses questions reportées. Il y a en fait des passages où Langton semble corriger soi-même. Par rapport à la version brève, il ajoute des précisations. Il conclut des questions qu'il a laissées indéterminées, comme dans ce passage de commentaire à la lettre aux Romains, chapitre 9. Plutôt donc qu'une combinaison de 2 reportations, la version longue du commentaire semble être une œuvre écrite directement par le maître, peut-être avant l'exercice de la lecture. Il pourrait donc s'agir de notes préparées par Langton avant ses lectures en classe. En ce cas, l'histoire de la composition des commentaires pauliniens serait semblable à l'origine du commentaire de Langton aux sentences de Pierre Lombard, et non pas aux questions théologiques. Et maintenant, vraiment la conclusion. L'édition critique d'une portion du commentaire paulinien d'Étienne Langton a révélé un texte en évolution, dont la version plus ancienne n'est pas plus authentique que la rédaction postérieure. En même temps, le stemma codicum désigné permet d'identifier les glosses et les variantes apocryphes qui n'ont pas été ajoutées par le maître. L'édition critique apportait des résultats qui n'ont pas été atteints à travers d'autres types d'examens. Indépendamment donc du nombre d'archétypes, de leur origine et de leur nature, l'édition critique reste un outil fondamental d'une recherche philologique, philosophique ou littéraire qu'elle soit. Merci.